essayer de remuer un peu tout le monde. Et donc, effectivement, les intellectuels se sont remués, ils ont créé un comité Audin. Pierre Vidal-Naquet, qui était un jeune professeur assistant à la fac de Caen, a répondu à ma mère en lui disant que le mieux ce serait de faire une enquête et de bien mettre en relief tout ce qu'elle savait, tout ce qui s'était passé pour savoir, pour essayer de faire sortir la vérité, quoi. Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne. Et lui a repris les pièces du dossier et il a composé un livre dans lequel Jérôme Lindon a joué un grand rôle. Jérôme Lindon qui dirigeait les éditions de Minuit. En fait, il a fait le livre avec Pierre Vidal-Naquet. Donc ils ont repris toutes les pièces du dossier et ils ont démontré que l'évasion était une mise en scène en reprenant les papiers qui avaient été fournis. Donc notamment, il y a un certain nombre d'incohérences, notamment pourquoi transporte-t-on un prisonnier sans le menotter, alors que c'est un prisonnier qu'on emmène d'un endroit à un autre pour un interrogatoire. Et puis il y a un autre élément aussi qui est celui de la corpulence, c'est-à-dire que le militaire qui a joué le rôle d'Audin n'avait pas du tout un physique semblable à celui d'Audin. C'était quelqu'un qui avait une bonne carrure, ce qui n'était pas le cas de Maurice Audin. Donc en relevant toutes ces incohérences, ils ont démontré que c'était une mise en scène. Et donc ça c'est publié en mai 1958. Et à partir de là, ils se sont lancés dans la quête de la vérité. C'était une quête très difficile, sachant que tous les papiers qu'on pouvait trouver étaient des papiers mensongers, puisque c'était des papiers qui racontaient l'évasion. Et donc, pour trouver la vérité, il fallait faire parler des gens. Et c'est toujours le problème qu'on a aujourd'hui. La vérité, elle est certainement dans la tête de ceux qui étaient présents dans les derniers instants de vie de Maurice Audin et qui, eux, savent ce qui lui est arrivé. En France, il y a eu un comité qui s'est formé pour faire la vérité sur ce qui était arrivé à Audin. L'affaire est arrivée en France par plusieurs canaux. D'abord, Josette Audin a alerté un certain nombre de personnes qu'elle connaissait. Et puis, Maurice Audin allait soutenir une thèse de mathématiques. Il l'avait terminée. Et donc, il avait pris des contacts en France pour composer son jury. Donc, les milieux universitaires ont été assez vite mobilisés, et notamment Laurent Schwartz, qui était un mathématicien et qui connaissait le travail d'Audin. Donc, le comité en France s'est mobilisé. Ils ont organisé une soutenance de thèse en l'absence de Maurice Audin au mois de décembre. C'est quelque chose d'assez rare. C'est pas exactement la première fois, mais presque, que ça se produisait. C'est-à-dire faire une cérémonie de soutenance de thèse en l'absence du candidat. Donc une soutenance de thèse qui a été l'occasion d'une manifestation silencieuse mais assez forte, puisqu'il y avait un certain nombre de personnalités dans cet amphithéâtre de la Sorbonne, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'était quelque chose de complètement extraordinaire. Il y avait l'idée de dénoncer la répression en même temps. Et le comité Maurice Audin est l'organisme principal de la dénonciation de la guerre en France. À partir du cas de Maurice Audin, ils ont dénoncé la torture, ils ont dénoncé les disparitions, ils ont dénoncé les exécutions sommaires, et surtout, pour nous historiens aujourd'hui, ils ont fait un travail incroyable, qui est qu'ils ont reconstitué ce qu'on appelle le système arrestation-détention de la bataille d'Alger, comment les militaires arrêtaient les gens, pouvaient cacher ce qu'ils faisaient aux autorités. Il y a un jeu au sein des autorités françaises de secret de la part des militaires qui ne disent pas tout aux autorités civiles, même entre eux, il y a des rivalités, c'est quelque chose de complexe. Donc c'est quelque chose qui a marqué et qui a fait que tout ce qui était les comités Audin qui sont constitués, le comité Audin, mais les comités Audin qui sont constitués un peu partout, ont eu une certaine audience et ont réussi à faire tout un combat, pas seulement sur Maurice Audin, parce que Maurice Audin c'est un exemple, mais sur l'ensemble des gens qui étaient dans sa situation, qui étaient moins connus que lui, mais qui ont été évalués à quelque chose comme 3000,
qui ont disparu dans les mêmes circonstances au même moment sur la bataille d'Alger, qui n'avaient pas eux la chance d'être un brillant mathématicien ou des choses comme ça, quoi. Le comité Audin, il était contre la torture, il n'était pas seulement contre la disparition de Maurice Audin, il se battait pas seulement pour essayer de savoir la vérité sur Maurice Audin, il essayait de se battre aussi contre la torture. L'esprit française, pas seulement depuis 1954, depuis 1830, depuis qu'ils sont rentrés, ils ont été d'une sauvagerie innommable. Ils ont perpétué l'humiliation, le mépris, la torture tout au long de leur colonisation. C'est 10 fois plus, 30 fois plus. Depuis l'arrivée des Français, depuis 1830, ça a été une catastrophe. Ça n'a pas été une civilisation, ce n'est pas vrai. Ça a été une période tragique. Que dès que j'ai commencé à avoir conscience et à comprendre les choses, je savais que la police française utilisait des méthodes qui atteintes au corps. Et dès l'enfance, on savait qu'il y avait l'électricité, qu'il y avait les méthodes de la baignoire, qu'on suspendait les gens et qu'on leur éteignait sur leur corps la cigarette. Je suis arrivée un beau matin à la Villa Cézini, dans une voiture, allongée, position horizontale, les yeux bandés. Mais comme c'était mon quartier, j'ai reconnu, une fois je suis rentrée dans Cézini, on m'a mise dans la cellule, on m'a enlevé le bandeau sur les yeux, j'ai reconnu que j'étais à la Villa Cézini. Celui qui m'avait reçu, c'était un capitaine, il s'appelait Folk. C'était quelqu'un qui avait fait déjà l'Indochine. Il a ramené d'ailleurs une Indochinoise de là-bas. Et il a fait comme ça plusieurs maisons de torture, notamment la Villa Cézini, de triste mémoire. Parce qu'il en a eu des torturés et des morts dans cette Villa Cézini. Alors, on m'a arrêté, ramené de la Villa Cézini à la ferme des Oliviers. Et à la ferme des Oliviers, j'ai été torturée, c'est-à-dire que j'ai été pendue d'abord, les bras attachés derrière le dos, j'ai été pendue pendant des heures, pendant toute une nuit, peut-être de 11 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin, et il y avait des électrodes, donc on tournait les électrodes, et je me sentais brûler dans tout le corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Mais ça pendant des heures, pendant au moins 6 heures consécutives. Bon. Alors il y avait le fameux Folk qui était là-bas, il n'y avait pas que Folk, il y avait toute une smala de tortionnaires. Et j'avais dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, un fer qui pénétrait comme ça dans la colonne vertébrale et qui était sur un autre fer plus long. Et j'avais la tête couverte d'un tissu léger, une gaze, et on m'a versé de l'eau sur la figure. De cette façon, j'étouffais, je ne pouvais pas respirer. Bon, alors on a profité de cet état pour me faire parler. Faire parler, je n'ai pas tellement parlé, j'ai dit le moins de choses possible. Parce que, je vous dis, j'avais les 2 bras paralysés. Parce qu'on m'avait attaché les mains derrière le dos et pendu 6 heures consécutives pendant qu'on me passait à la gégène. J'avais tout ça en même temps. La pendaison, la gégène, l'étouffement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, là aussi, sur le rôle de la DST. C'est là que se généralise, évidemment, ça a commencé avec la bataille d'Alger, mais ça a commencé bien avant, hein, l'usage de la torture, hein, c'est-à-dire qu'on a des témoignages d'enfants qui étaient
pendu par les pieds, pendu par les pieds, le parachutiste le frappait devant sa mère pour que la mère dise où se trouve le père. On a, bien sûr, bon, je ne vais pas me lancer dans tous les détails, d'abord il serait affreux, les viols, le chalumeau, je ne parle pas de la classique Gégène et la baignoire, ça à la limite, pour être cynique, c'est classique. Non, autre chose, c'est-à-dire humilier un homme devant ses enfants, s'en prendre à son épouse devant lui, ou à sa fille. C'est-à-dire des attitudes qui aujourd'hui paraissent incroyables, constituées face à ce type de choses. À l'hôpital Mustapha. Et puis le surlendemain, on m'a transféré au centre de torture de Paradou. Bon, c'est là mon calvaire a débuté vers le 1er octobre 1957. La personne qui s'est présentée à moi, c'était Graziani, capitaine Graziani, qui a commencé, qui connaissait très bien l'arabe, qui me parlait en arabe, mais d'une façon très grossière. Bon, c'est un chapelet d'injures et d'insultes à chaque fois. Bon, passe pour les gifles, passe pour les coups de pied, parce que j'étais sur un lit de camp, toute nue. Passe pour ça. Ça, ce n'est pas la torture pour moi, ce sont des caresses. D'une façon atroce, bon, j'ai été, bon, déshonorée plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était d'une façon atroce. C'était intenable. Je ne comprends pas comment un homme puisse torturer un autre être humain. C'est pas vrai, ils étaient déshumanisés, je sais pas. Et moi, pour activer je voulais mourir, voilà. Je voulais mourir et arrêter cette torture barbare. Je les provoquais en les insultant et les injuriant pour qu'ils puissent tirer sur moi, c'est terminé, voilà. Moi, la mort, c'est l'arrêt de mes douleurs, l'arrêt de ma... 8 jours sont passés. 15 jours sont passés. Un mois est passé. Un mois et demi. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. C'était dur. Tout est dur là-bas, tout. Mon Dieu. Bon, je voulais par tous les moyens m'achever. Mais avec quoi? Avec quoi? Parce que retourner là-bas, c'est-à-dire départ à zéro. Recommencer ce que j'avais subi pendant 2 mois et demi. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Non. C'est dur. Et bon, pour en revenir à la torture, bon, j'ai un an après l'événement que je relate, j'ai été arrêté moi le dimanche 4 janvier 1957 et immédiatement emmené à la torture. J'ai découvert 2 ou 3 mois après l'indépendance l'endroit, parce que j'avais essayé de le repérer et je n'avais gardé qu'une indication, barre des 4 coins, parce qu'on m'avait mis une cagoule sur la tête pour que je ne puisse rien voir quand les policiers m'ont arrêté. Et
j'ai découvert que j'avais été torturé une première fois à l'eau, après dans la gendarmerie de Khressia. J'ai été déshabillé, mis tout nu, allongé, donc 4 janvier, même à Alger, il fait froid, allongé tout nu, ficelé avec une corde sur une échelle placée entre deux chaises, et à côté des chaises, il y avait une fontaine. On ouvrait le robinet, on me remplissait d'eau par la bouche et on me disait, enfin, si tu as envie de parler, tu lèves un doigt. Alors chaque fois, je levais le doigt et après, comme je disais rien, on me remettait le tuyau dans la bouche et j'ai vu mon ventre gonfler progressivement pendant qu'il me gonflait d'eau. Et après, je me suis réveillé, je pense, j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvé jeté dans une des pièces de ce que j'ai découvert après, que c'était la gendarmerie de Khressia, et j'avais du mal à me lever parce que j'étais devenu une loque. Et le soir même, on m'a pris de là pour m'amener au commissariat central, et je ne sais pas si c'est le jour même que les tortures, de nouvelles tortures ont commencé, mais j'ai été torturé à l'eau une seule fois à Khressia, mais à l'électricité 5 ou 6 fois, toujours au commissariat central d'Alger. Moi, quand je parle de la torture, je dis, il y avait des choses affreuses. Des gens, par exemple, qu'on avait fait marcher sur des tessons de bouteilles. Des tessons de bouteilles, vous faites marcher dessus. Enfin, moi, je sais qu'on me l'a fait, je sais que c'est dur, mais j'ai connu en prison des gens qui ont été torturés de façon encore pire. Pourquoi la torture reste liée à la bataille d'Alger, comme si on découvrait que la France utilisait ses moyens? C'est tout simplement parce que pendant la bataille d'Alger, elle a été systématisée et que les centres de torture ont été multipliés et qu'on torturait toute personne qui pensait suspecte. Vous savez qu'il y avait des rafles qui étaient faites dans les rues et que ces personnes qu'on avait pris comme ça, par exemple, ils allaient ils bloquaient la rue Randon, à l'entrée de la rue Randon, puisqu'elle se continue par la rue Marengo. Un matin, ils bloquaient ces rues et ramassaient tout ce qui existait dans cette rue. On les emmenait dans des camions, on les déversait dans les stades, et notamment au stade de Saint-Eugène, par exemple. On a arrêté, on a la photo, là, on a retrouvé la photo d'un capitaine de l'ALN enchaîné avec un couteau entre les dents. Évidemment, ça lui cisaillait les lèvres. Ça lui cisaillait les lèvres, et puis il le traînait comme il avait mis une corde au cou, et il le traînait au milieu du village. Ou alors, tuer quelqu'un et jeter son corps au milieu du village, et obliger tous les villageois, c'est pas une invention, obliger tous les villageois à venir. Vous voyez votre héros, voilà ce qu'on en fait. Et je passe et des pires. Je passe et des pires, des choses que la décence interdit de dire. Et tout ça, c'est pas simplement en 56-57. Hein, c'est bien, on est bien en 58, en 59, sauf que ça n'a pas atteint le moral de la population. هذا ما بين بأن التعذيب ومرتكبوه سيظلون دون عقاب رغم أن ما قاموا به يتجاوز حدود العقل.
إن التعذيب الوحشي الذي مارسه الجيش الفرنسي في الجزائر دفع بعض الضباط إلى الاستقالة مثلما فعل بول تيجان. Paul Tidjane était secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, donc associé à ce titre bien sûr à la lutte contre le FLN, et il était chargé de signer des arrêtés d'assignation à résidence lorsque des personnes avaient été arrêtées par l'armée. Donc il était d'une certaine façon responsable des personnes qui avaient été arrêtées et dont on lui avait signalé le sort. Et Paul Tidjane a remis une première fois sa démission à Robert Lacoste en mars 1957 en invoquant les traces de torture qu'il a vues sur des internés algériens dans des centres de détention qu'il avait visités. Et donc, c'est comme Edmond Michelet, ministre de la Justice, il explique qu'en tant qu'ancien résistant et connaissant les martyrs de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était quelque chose d'absolument inadmissible pour lui. Sa démission est refusée et elle est finalement acceptée en septembre 1957. J'étais passé par la torture en 1943, plusieurs fois par la Gestapo. Vous savez comment on humilie un homme, qu'on ne le respecte pas, qu'on arrive à le réduire à zéro, plus le camp de concentration d'un chaud, ça me suffisait. Je ne pouvais pas supporter que les Français agissent de moi. Lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, parce que vous avez les pouvoirs de police. Bien. Sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne me les ont pas tous rendus. On a signé 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir, parce que la délégation de l'autorité militaire était complète, sauf l'assignation à résidence, mais je n'avais pas moi le droit d'assigner à résidence, c'est le préfet qui l'avait. Je ne vais pas demander son avis, j'ai assigné à résidence moi-même. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1957, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'est pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, c'est pas possible. لقد عُمل الجزائريون كأنهم بشر من الدرجة الثانية أو أقل من ذلك، ويحقوا فيهم كل أنواع التعذيب والوسائل القمعية البربرية. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes, on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoul parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. Dans l'esprit de ces soldats et ces officiers, etc., à considérer les autres comme des infra-humains, ce n'est pas des hommes. Par exemple, lorsqu'un soldat voulait avoir une prime, c'était au nombre de têtes coupées qu'il ramenait. Et donc, s'il a ramené une tête, il avait droit à tant. S'il en ramenait 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, il avait une prime en fonction de soit la tête, ou un peu plus tard, pourquoi j'en sais rien, les oreilles. Il fallait ramener 2 oreilles. Si j'ai ramené 2 oreilles, bon, alors on s'en fiche si la victime soit morte ou pas, hein, il fallait ramener 2 oreilles. Et ça va se retrouver, d'après les histoires, d'après les souvenirs de certains militaires français. Hein. Le racisme aussi, parce que ça, faut en parler. C'était quand même... Ils étaient considérés comme des sous-hommes, hein, c'était ça, hein. C'est ça qui m'a choqué quand je suis arrivé. J'ai bien vu les Européens du village, pas tous. Il y en avait malgré tout qui ont toujours respecté les Français musulmans. Il y en avait. Mais par contre, il y en avait d'autres. Un jour, une commerçante a proposé à un appelé de ramener des oreilles de Félaga et on lui paierait l'apéritif.
Pensez bien que le lendemain, le premier type qui se baladait sur une piste à 3 km de chez nous, il a été abattu. C'était une personne âgée, c'était un berger. Il n'a pas répondu assez vite aux sommations. Enfin, bon. On lui a coupé les oreilles, on a ramené les oreilles dans un mouchoir, on a mis les oreilles sur le comptoir et il a eu sa tournée d'apéritif. C'est-à-dire que cette barbarie va traverser les 132 années de présence française. Maurice Audin, c'était quand même pas un petit Mohamed ou un petit qui m'a كانوا يقولوا أولاد تاع القصبة, ces indigènes qui pour eux n'étaient pas totalement des êtres humains. Maurice Audin était un Européen, c'était un professeur de maths à l'université, il avait donc un statut social, et à cette époque, il avait une telle fureur, une telle férocité, que même la qualité de Maurice Audin ne les a pas fait reculer. Et Maurice Audin a été torturé, il a tout connu, Henri Allègre en parle très bien. أصبحت تضحيات ومواقف موريس أودان معترف بها في فرنسا اليوم. بالمقابل ذلك لا يعترفون بتصفيته من طرف جنود المظليين. بعد مرور نصف قرن ما زال الضباط الفرنسيون يرددون أن موريس أودان قد هرب. وبما أن جثته لم يتم العثور عليها فإننا لا نملك إلا فرضيات. في 2014 الصحفي شارل دونيو يصدر كتابه الحقيقة حول وفاة موريس أودان، يكشف فيه أن موريس أودان قتل بطعنة خنجر ودفنت جثته في فيلا تبعد 20 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. هذه المعلومات استقاها الكاتب من الجنرال أوساريز الذي توفي أياما قبل صدور الكتاب. ذكرى الأستاذ موريس أودان تبقى راسخة وللأبد، وإحياؤها بجائزة للرياضيات تحمل اسمه تسلم سنويا للباحثين الرياضيين. سنة 2010 إطلاق تسمية موريس أودان على حديقة في منطقة أورجونتاي بالضاحية الباريزية. لكن الجزائر اعترفت بتضحيات موريس أودان منذ فترة طويلة. منذ 4 جويلية 63 900 ألف مرسوم رئاسي تم بموجبه تغيير تسمية ساحة الماريشال ليوتي إلى ساحة موريس أودان وسط الجزائر العاصمة، تخليدا لنضال أستاذ الرياضيات المختفى. وفي المقابل صورة موريس أودان تتوج لوحة رخامية عند مدخل نفق الجامعة التي كان موريس أستاذا بها، وهو يبتسم وينظر إلى السماء. بفضل تضحيات موريس أودان أدرك العالم كله ماذا تعني كلمة الحضارة عندما تنطقها أفواه المستعمر وغلاة الفكر الاستعماري.